Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons de la conservation des produits de la ruche. Parce que oui, si nous voulons les utiliser tous les produits de la ruche pour l'apithérapie, c'est-à-dire pour la santé, évidemment, il faut conserver leur qualité, donc il faut qu'ils restent dans vraiment leur maximum d'efficacité pour pouvoir avoir des bons résultats. Ça prend des produits de qualité, puis un des aspects de leur qualité, qui n'est pas l'origine botanique, le ci ou le ça, mais qui est simplement juste la conservation. Donc c'est important parce que déjà dans votre choix en fait d'achat des produits de la ruche, déjà le mode de conservation c'est très important. Donc allons-y, prenons les produits un par un, rapidement, simplement. Commençons par le miel, le produit le plus connu. Donc le miel, à quoi sert-il? À 1000 choses. Il y a beaucoup d'éléments qui sont importants à garder. Déjà, dans le miel, il y a bien sûr des enzymes. Il y a aussi des polyphénols. Il y a, c'est principalement bien sûr du sucre. Et on dit oui, le sucre, ça se conserve très bien. Donc, ce sont des sucres différents d'ailleurs. Ce n'est pas que du sucrose là, comme le sucre blanc. C'est vraiment un sucre beaucoup plus intéressant à prendre. Mais donc, comment vraiment le conserver? Puis en général, quand on parle de conservation du miel, l'attention des gens ou le sujet le plus connu, ça va être simplement, est-ce que le miel se sépare ou pas? En passant, la séparation du miel, ça peut arriver à peu près tous les miels, des faux miels et des vrais miels, les deux. Certains disent que c'est juste une catégorie, mais en fait, en général, tous les miels peuvent se séparer comme ça. Donc ça, c'est pas nécessairement le gros truc. Il y a des miels qui vont se séparer plus vite que d'autres. C'est sûr que, bon voilà. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet puisque finalement, il n'est pas très important. Évidemment que s'il est séparé, ça veut dire qu'il n'est pas très frais. Cependant, il y a des miels qui se séparent assez rapidement. Donc, il ne faut pas non plus l'utiliser ça comme vraiment un critère important. Donc, juste de prendre ce critère-là un peu à la légère quand même parce qu'il n'est pas si crucial. Par contre, les polyphénols qui sont dans le miel, eux, ils sont sensibles à la lumière. Et donc, quand on conserve le miel dans des pots qui sont transparents, des pots, souvent ça va être des pots en verre, parfois en plastique, transparents. Et donc, dans ces pots-là, il faut quand même savoir que le miel va perdre une bonne partie de ses polyphénols. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que le côté du miel qui va être antibactérien, c'est une petite partie, ça, du côté antibactérien du miel, mais quand même, il y en a une petite partie qui est reliée à ces polyphénols. Donc, ce côté qui va aider le système immunitaire dans le miel. Vous avez sans doute déjà entendu ça, ça vient en grande partie de ces polyphénols. Et donc ça, c'est important de le considérer. Donc, si vous achetez des miels, évidemment que des emballages de miel qui ne sont pas transparents, c'est rare. Pourquoi? Parce qu'on veut voir la couleur du miel. Donc, en général, ça va être transparent. Ça sera très difficile d'en trouver des non transparents. Si vous trouvez des miels qui ont une étiquette très large, qui couvre presque tout le miel, tant mieux. En fait, c'est une très bonne pratique, ça, parce que l'étiquette va protéger de la lumière. Donc, il va rester en général le dessous du pot. Vous pourrez quand même voir la couleur du miel. Cependant, vous avez une petite protection au niveau des polyphénols. Puis, quand vous avez le miel chez vous, mais gardez-le dans une armoire fermée, en tout cas à l'abri de la lumière le plus possible, c'est parce que c'est une des composantes importantes du miel. Ça, c'est un aspect. Bien sûr, le miel, il ne faut pas le chauffer. Donc, le miel pasteurisé, c'est moins bon. Vraiment, moi, c'est un non catégorique. Donc, voilà, mode de conservation qui va toucher la pasteurisation, c'est pas bon. Et si vous allez vers des miels crus, c'est qu'on dit crus, ça veut dire qu'ils n'ont pas été chauffés du tout ni filtrés, eh bien, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des enzymes, tout un ensemble d'éléments pour la flore intestinale qui font partie du miel. Encore une fois, ce ne sont pas des quantités énormes, démesurément grandes, mais il y en a. Et donc, si vous voulez vraiment conserver votre miel pour toutes ses qualités, quand vous le consommez, eh bien sûr, un miel qui n'a pas été chauffé du tout, idéalement un miel de l'année, un miel jeune, le plus jeune possible, donc en général un miel de l'année, ça va être aussi meilleur, donc toute la fraîcheur va être préservée. Pourquoi? Parce que les polyphénols, il y a souvent au moins un peu d'exposition à la lumière, donc plus le miel est vieux, plus il va se prendre d'exposition à la lumière, plus aussi il va se cristalliser et se séparer, ce qu'on parlait là tout à le sujet du début, la cristallisation, séparation, pareil,
plus ça va arriver, ce qui n'est pas grave en soi, en fait. Hein. Cependant, pour l'aspect, c'est un peu plus difficile. Souvent, quand le miel est cristallisé, certaines personnes vont vouloir le chauffer pour le rendre liquide à nouveau. Ça, il faut le faire très délicatement, sinon on va abîmer le côté des enzymes, le côté qui va aider la flore intestinale, le côté probiotique, prébiotique, de ces petits éléments qui sont en petite quantité quand même dans le miel, mais on va les abîmer si on chauffe le miel. Voilà. Donc, voilà pour les petits éléments de conservation pour le miel. Il y en a sans doute d'autres, hein. C'est pas nécessairement quelque chose de complètement exhaustif, mais ça donne des grandes lignes comme ça de ce qui est important pour le miel. Après, c'est certain qu'il y a pour le miel un dernier petit sujet, c'est la question de cette bactérie Clostridium botulinum qui, elle, est une cause potentielle de botulisme. Et donc, c'est la raison pourquoi on dit dans plusieurs pays qu'il ne faut pas consommer de miel pour les jeunes bébés, hein, les enfants très jeunes, de jusqu'à 1 an dans certains endroits et dans certains autres endroits, c'est jusqu'à 2 ans. Et donc, parce qu'il y a un risque voilà, que cette bactérie cause le botulisme pour les enfants et ça peut amener à un décès. Hein. Et donc, cette chose existe, c'est vrai. Et donc, quand on parle de conservation, c'est un sujet qui ne touche pas tellement la conservation, plutôt la fabrication. Ça veut dire tout le processus qui est avant la mise en pot, en fait. D'où viendrait cette bactérie? Ben, c'est une bactérie qu'on retrouve en général dans le sol, hein, dans la terre, dans les poussières, dans ce genre de choses. Mais il est possible que, dépendamment de l'éthique de l'apiculteur, parfois certains apiculteurs vont mettre des cadres par terre. Ils sont pressés, ils doivent faire vite. Ils vont poser un cadre d'abeille hein, par terre. Là, il y a un peu de terre, possibilité de contamination. Donc ça, c'est déjà l'éthique de l'apiculteur. De savoir quelles sont ces pratiques, est-ce qu'il y a une pratique vraiment propre ou pas. Ça vous dit est-ce que c'est possible qu'il y ait le botulisme ou pas. Mais il y a d'autres possibilités aussi. C'est que les abeilles, peut-être vous savez, peut-être vous savez pas, mais elles boivent, elles consomment de l'eau. Souvent, leur eau, elles vont la chercher dans des endroits près de la terre parce qu'elles aiment bien que leur eau soit riche en toutes sortes de micro-organismes pour nourrir leur propre flore intestinale. Elles en ont vraiment besoin. Pour elles, c'est très important. Et souvent, quand il y a un peu du bois qui est en train là, de se transformer, là, de vieillir et tout, et puis que l'eau qu'ils consomment a eu un peu de ça dedans, ils vont préférer. Donc souvent, ils vont aller chercher leur eau dans des endroits où, effectivement, il y a une possibilité que cette bactérie voilà, finisse par rentrer dans la ruche. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait de cette fameuse bactérie qui peut causer le botulisme dans le miel. Cela étant dit, les cas sont extrêmement rares et il y a des pays que dès que l'enfant est né, pratiquement, ils vont leur mettre un peu de miel sur la bouche, lui faire manger un tout petit peu de miel et ils disent que c'est pour sa bonne santé, etc. Voilà. Est-ce qu'ils ont des cas de botulisme? J'ai aucune idée. Je voulais juste parler un tout petit peu de ce sujet. Quand on parle de conservation, bon, les bactéries touchent quand même un peu le sujet. Voilà, donc quand même intéressant. Et bien sûr, le miel, voilà, c'est ça, pas chauffé. Bon, c'est bon. Passons maintenant au prochain produit de la ruche, le pollen. Donc, le pollen, lui, c'est sûr que lui, c'est un champion aussi du côté nutritif et aussi du côté, là, flore intestinale. Lui est encore bien plus chargé que le miel, mais de beaucoup. C'est vraiment un champion à ce niveau-là. Et aussi, donc, au côté nutritif. Même chose pour le pollen, il a aussi des polyphénols. Donc, le protéger de la lumière. Ce côté nutritif, eh bien, c'est pareil. Hein? Il faut essayer d'empêcher l'oxydation maximalement. Parce que le côté nutritif va inclure quoi? Il va inclure beaucoup de protéines, il va inclure certaines matières grasses, il va inclure aussi des aminoacides. Hein? Donc, il y a beaucoup, aussi bien sûr des vitamines, des minéraux, tout ça. Et donc, il faut préserver ça au maximum. Donc, faut essayer de réduire l'oxydation. L'oxydation se fait par la lumière en partie. Et donc, bien sûr, protéger de la lumière le plus possible, comme souvent dans les produits de la ruche. Ensuite, si on le congèle, c'est beaucoup mieux parce qu'au niveau de tous ces, au niveau des enzymes et tout ce qui va nourrir la flore intestinale, le côté probiotique, prébiotique, eh bien, il va être préservé si on le congèle. Il faut le congeler rapidement. Donc, pour le conserver, récolter, pour ceux qui récoltent, hein, qui sont apiculteurs, récolter idéalement chaque jour
Dès que vous récoltez, congelez tout de suite. Congelez instantanément et gardez ça congelé toujours. Déshydratez le pollen. Ce n'est pas du tout la meilleure méthode de conservation. Donc, choisissez toujours du pollen frais congelé et idéalement récolté tous les jours. Au pire, aux 2 jours, n'allez pas trop loin parce que le pollen est tellement riche. Il y a beaucoup de micro-organismes qui ne sont pas nécessairement bénéfiques, qui peuvent se développer dedans donc, et qui vont surtout abîmer et réduire l'apport de son apport nutritif. Donc voilà, congélation, protéger de la lumière sont les éléments les plus importants. Toujours regarder au congélateur, c'est vraiment la meilleure méthode pour lui. Voilà. Donc maintenant, évidemment, encore une fois, c'est pas nécessairement exhaustif. Il y a plein d'autres petits conseils qu'on pourrait donner, mais déjà, ça vous donne une bonne idée. Pour la propolis, la propolis, son grand apport, cette fois-ci, n'est pas du tout nutritionnel. Il n'y a pratiquement rien de nutritif dans la propolis. C'est vraiment un produit santé. C'est vraiment pour la santé. Et donc là, c'est certain que ce sont les polyphénols, les flavonoïdes, tout ça, qui vont vraiment travailler fort, qui ont le gros rôle dans la propolis. Et donc, vous l'aurez compris, protéger de la lumière. C'est la chose la plus importante. Protéger la propolis de la lumière. Certaines personnes, certains apiculteurs vont récolter leur propolis et ils vont par exemple la séparer dans l'eau puis en plus faire sécher au soleil. Faire sécher sa propolis au soleil, c'est dilapider une partie des agents actifs, donc c'est vraiment pas conseillé. La propolis, normalement, il faut la récolter, la congeler tout de suite. Allons donc dans le congélateur où il n'y a pas de lumière, vraiment protéger de lumière. Et congeler va être bien supérieur à autre chose. Pourquoi? Parce que la propolis a beaucoup d'agents qui sont volatiles. Vous le savez, j'ai fait quelques vidéos sur les propolaires qui utilisent les éléments volatiles qu'il y a dans la propolis, qui chauffent la propolis. Et donc, il y a des éléments volatiles. Donc, bien emballé, que ces éléments volatiles ne puissent pas partir dans l'air comme ça. Et surtout, garder le plus froid possible pour qu'ils restent stables. Ces éléments volatiles-là, qu'ils restent dans la propolis, congelés, protégés de la lumière. Voilà. Il y a d'autres façons aussi de nettoyer la propolis certaines, ça va être de chauffer la propolis pour la séparer de la cire. Séparer la cire de la résine, non, on va chauffer la propolis. Ça, c'est très, très commun. Ça va abîmer encore une fois une partie des éléments des polyphénols de la propolis. Donc, quelle est la méthode de transformation pour conserver le maximum d'agents actifs de la propolis? Encore une fois, quelque chose de très important. Donc, quand vous choisissez, vous achetez votre propolis, choisissez-la toujours dans des contenants, bien sûr, où ça va être soit du verre ambré ou au moins quelque chose, en tout cas, qui protège de la lumière. Ça peut être aussi du plastique opaque, hein? Tout ce qui va protéger de la lumière. Et si vous pouvez avoir des renseignements sur les méthodes de nettoyage, de traitement de votre propolis, eh bien, c'est encore mieux parce que vous verrez, est-ce que votre propolis est préservée dans son état le plus pur, où elle contient le plus de polyphénol ou pas. Et donc voilà, il y a une énorme variété sur le marché. C'est un petit peu les petits critères à garder en ce qui concerne la propolis. Passons maintenant à la gelée royale, notre dernier produit pour cette petite visite de la conservation des produits de la ruche. La gelée royale, elle, parfois vous allez la trouver lyophilisée, parfois vous la trouverez congelée et parfois vous la trouverez fraîche, réfrigérée. Donc, comment travailler avec la gelée royale? Cette fois-ci, c'est différent du pollen, différent de la propolis et même différent du miel. On ne peut pas congeler la gelée royale. Je veux dire, c'est possible de le faire, mais ça va dénaturer le produit qui est tellement riche en eau. Il faut savoir que la gelée royale, des 4 produits qu'on vient de voir, c'est le produit le plus riche en eau. Et donc, quand on congèle l'eau, eh bien, voilà, elle congèle, elle change de forme, hein. Elle devient vraiment solide et ça brise certains éléments, ça brise sa structure et ça va la dénaturer d'une certaine façon. Et donc, la congélation de la gelée royale n'est pas optimale. La meilleure façon, ça va être fraîche, réfrigérée. Elle va se conserver en général environ 1 an quand elle est fraîche, réfrigérée. Et donc, voilà, c'est la façon de conserver la gelée royale, bien sûr, à l'épreuve de la lumière, le plus possible, parce qu'elle aussi contient certains polyphénols et d'autres éléments. En fait, la lumière va oxyder. Donc, pour tout ce qui est qualité, pour tout ce qui est apithérapie, faut toujours protéger de la lumière. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, voilà, en la gardant réfrigérée, c'est la façon de ne
pas la dénaturer et la conserver. Maintenant, des études ont été faites sur la lyophilisation de la gelée royale. Et donc ça, c'est quand même assez prometteur, c'est très intéressant. Ça permet de la conserver en enlevant l'eau qu'il y a dans la gelée royale, mais c'est une lyophilisation, vraiment, c'est à froid là. Et donc, il n'y a pas de destruction des agents actifs et les résultats obtenus jusqu'à maintenant sont plutôt bons. Donc, c'est quand même la gelée royale, si elle est bien conservée avant et qu'elle est lyophilisée et qu'elle est encore fraîche à ce moment-là, et que c'est de la vraie gelée royale, eh bien, vous aurez quand même dans la gelée royale lyophilisée une bonne qualité avec des bons résultats. Vraiment, les études sur ça sont très, très bonnes. Là, c'est vraiment une bonne façon d'y aller. Donc voilà, c'est quand même une belle façon de préserver la gelée royale par la lyophilisation. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça complète un petit peu le petit tour d'horizon sur la conservation des produits de la ruche. Si vous avez des questions, vous cherchez des produits de la ruche, vous ne savez pas exactement lesquels choisir, eh bien, dépendamment dans quel pays vous vous trouvez, ça va être différent. Donc, posez-les vos questions. N'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir de répondre. Des fois, ça me prend un petit temps avant de répondre, mais je réponds toujours. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.